Vous vous êtes déjà surpris à penser que votre amour n'est plus de l'amour, mais un service? Que plus vous vous donnez à l'autre, plus vous devenez vide et méconnaissable pour vous-même? Vous appeliez cela de la dévotion. Mais cette histoire ne parle pas de générosité. C'est une histoire de disparition. Pour comprendre ce mécanisme destructeur, nous ne nous appuierons pas sur une théorie sèche. Nous mènerons une véritable enquête psychologique. Au microscope, nous étudierons une histoire douloureusement réelle, celle d'un homme. Appelons-le Ethan. Il a aimé si fort qu'il s'est effacé de la carte de sa propre vie, et son histoire deviendra notre carte vers la vérité. Dans son histoire, vous verrez pourquoi votre énergie s'épuise, même quand vous faites tout correctement. Vous apprendrez quelle force ancienne et invisible vous nourrissez inconsciemment par votre sacrifice de soi. Et vous comprendrez quelle est la première étape, la plus importante, à accomplir pour vous remettre au centre de votre propre univers. Si vous êtes prêt à voir la vérité derrière l'illusion de l'amour idéal, notre enquête commence maintenant. Alors, permettez-moi de vous présenter Ethan. Avant sa rencontre avec Mia, sa vie pouvait se résumer en un mot: fiabilité. Il était ce centre calme et silencieux autour duquel tournaient les drames des autres. Les amis l'appelaient, après des ruptures difficiles, les collègues lui confiaient les projets les plus complexes. Ethan était un havre où d'autres navires venaient attendre la fin de la tempête. Mais son propre navire, semblait-il, ne quittait jamais le quai. C'était un gentil garçon, empathique et bon, mais dans le silence de son appartement résonnait l'écho d'un profond sentiment d'inaccomplissement. Il se sentait personnage secondaire de sa propre histoire, et au fond de son âme béait un vide ayant la forme d'une vocation. Puis Mia est apparue. Elle n'est pas entrée dans sa vie, elle y a fait irruption comme une rafale de vent d'été dans une pièce étouffante. Elle n'était pas seulement une femme, elle était un concentré de vie, une supernova de désirs, de rêves et d'ambition. Là où Ethan était silence, elle était musique. Là où il était ordre, elle était un chaos délicieux. Leur rencontre n'était pas qu'une présentation, mais une réaction chimique. Son besoin profond d'être nécessaire a rencontré sa capacité illimitée à désirer. Au fond de son âme se trouvait un vide, et lorsqu'il rencontra Mia, ce vide prit enfin son visage. Leur romance a commencé comme un conte écrit pour des adultes désabusés des contes. Ethan avait enfin trouvé sa mission. Il devint l'architecte de son bonheur, l'ingénieur de son confort, l'exécutant silencieux de chacun de ses désirs inavoués. Il anticipait sa fatigue et commandait le dîner. Il entendait son admiration fugace pour une robe en vitrine et l'achetait le lendemain. En retour, il recevait le plus précieux des trésors, son admiration. À ses yeux, il n'était pas seulement un gentil garçon. Il était un chevalier, un héros, un magicien. Pour la première fois de sa vie, Ethan se sentait indispensable. Il ne construisait pas une vie avec elle. Il construisait une vie pour elle, et dans cette minuscule préposition se cachait toute sa tragédie à venir. Leur idylle était tissée de centaines de tels moments de service, chacun semblant être un acte de grand amour. Mais l'un d'eux, comme une fine fissure dans la porcelaine, a annoncé tout ce qui devait arriver ensuite. Ethan vivait depuis plusieurs semaines pour son projet. Ce n'était pas juste du travail, c'était sa chance. La chance d'obtenir une promotion, de se prouver à lui-même et au monde qu'il n'était pas seulement un gentil garçon, mais un spécialiste, une force avec laquelle il fallait compter. La présentation était prévue pour le vendredi matin. Le jeudi soir, il était devant l'écran, peaufinant les derniers détails, sentant l'adrénaline se mêler à l'anticipation de la victoire. C'est précisément à ce moment que Mia est entrée. Elle l'enlaça par derrière et, regardant l'écran, lança en passant: « Tu sais, je viens de voir des photos du littoral. Comme j'aimerais me réveiller demain matin en voyant l'océan. » Ce n'était pas une demande, c'était juste une pensée lancée en l'air. Mais pour Ethan, cela sonna comme un décret royal. Il vit dans ces mots non pas un rêve, mais une mission. L'instant d'après, son projet fut réduit à une petite icône dans le coin de l'écran. Toute la nuit, sous le bourdonnement de la ville endormie, Ethan ne dormit pas. Il chercha des billets, réserva un hôtel avec vue sur la mer, planifia l'itinéraire parfait. Le matin, au lieu d'aller à la réunion la plus importante de sa carrière, il lui remit une enveloppe. Son enthousiasme était éblouissant, comme un flash. Ses baisers furent sa récompense. Son projet, bien sûr, fut raté.
Il marmonna quelque chose d'inarticulé pendant la réunion, perdant le fil du récit et la confiance de la direction. Mais sur la route du littoral, en regardant le visage heureux de Mia, il se persuada qu'il avait tout bien fait. Ce matin-là, il échangea une brique des fondations de sa vie contre son sourire fugace, et cet échange lui sembla le plus avantageux au monde. Mais de tels échanges ont toujours un coût différé. Projetons-nous quelques années plus tard. Le tableau que nous voyons a perdu son éclat de conte. Tard le soir, la lumière froide de la lampe de cuisine arrache à l'obscurité Ethan, assis seul à table. Il est mortellement fatigué, mais cette fatigue ne vient pas d'une journée productive, plutôt d'une existence stérile. Le silence dans la maison est dense comme la cendre. Mia est dans l'autre pièce. Entre eux, non pas des mètres, mais un mur de glace de déception silencieuse. Au lieu d'admiration, il entend désormais des bribes de ses conversations avec des amis, pleines de comparaisons avec d'autres hommes, plus réussis. Au lieu de passion, une polie indifférence. Il n'y a plus d'intimité. Son compte en banque se vide lentement, reflétant son épuisement intérieur. Sa carrière est restée figée au point même où, pour la première fois, il a préféré son sourire à son avenir. Il regarde ses mains, ces mêmes mains qui ont construit son bonheur à elle, et ne comprend pas. Je lui ai tout donné, chaque minute, chaque centime, chaque ambition. Pourquoi me sens-je non pas un héros, mais un domestique? Pourquoi ne suis-je pas le roi dans mon château, mais un fantôme errant dans ma propre maison? Le conte est terminé, et il ne reste que la question principale, suspendue dans l'air comme une facture impayée. Comment un chevalier prêt à tout s'est-il transformé en ombre? Pour répondre à cette question, nous devons écarter les émotions et enfiler les gants de l'analyste. L'histoire d'Ethan n'est pas qu'une suite de mauvaises décisions. C'est un tableau clinique aux symptômes clairs et interconnectés. Mettons les indices sur la table. Premier symptôme, le plus évident, service compulsif. Attention, nous ne parlons pas de gentillesse ou de soin. Nous disons compulsif, c'est-à-dire obsédant, incontrôlable. Le comportement d'Ethan n'est pas le choix libre d'un homme généreux. C'est le réflexe d'un dépendant. Il ne voulait pas seulement rendre Mia heureuse. Il était pathologiquement incapable de supporter son moindre mécontentement. Chaque désir deviné n'était pas pour lui un acte d'amour, mais une dose qui apaisait l'anxiété. Il ne lui offrait pas son énergie, il en payait le tribut à une peur invisible. La peur de n'être pas nécessaire, la peur d'être rejeté. Son service n'était pas une force, mais le symptôme d'une profonde faiblesse. Deuxième symptôme, impuissance professionnelle et effondrement financier. Ce n'est ni un hasard ni un problème isolé. C'est la conséquence directe du premier symptôme. Imaginez que la force vitale d'un homme, sa dynamique, son logos, soit une rivière puissante. Chez Ethan, toute cette rivière a été détournée du lit de sa carrière et de ses ambitions pour irriguer, jusqu'à la dernière goutte, le petit jardin des désirs de Mia. Son monde professionnel ne s'est pas seulement arrêté dans son développement. Il a commencé à mourir de sécheresse. L'énergie qu'il devait investir dans les projets, les négociations, la création de son empire, allait entièrement à scanner son humeur et exécuter ses caprices. Son effondrement financier n'est que le reflet matériel de sa faillite spirituelle. Troisième symptôme, transformation de la partenaire. Il est crucial de comprendre. Mia n'était pas une maman tyrannique dès le départ. Elle l'est devenue. Ce n'est pas son essence initiale, mais un rôle qu'Ethan lui a inconsciemment attribué lui-même. En recherchant constamment son approbation, en refusant de prendre ses propres décisions, en lui confiant la responsabilité de son bonheur, il l'a lui-même assise sur le trône de la mère toute-puissante. Or la nature a horreur du vide. Quand un homme renonce à son trône intérieur, quelqu'un d'autre le prend. Sa critique et son contrôle, c'est la tentative désespérée, quoique destructrice, de sa psyché de le forcer à grandir, à devenir un égal. Et enfin, quatrième symptôme, désert sexuel. L'extinction du désir des deux côtés, ce n'est pas la routine qui tue, c'est l'aboutissement logique de ce drame psychologique. L'énergie sexuelle entre un homme et une femme exige une polarité, exige deux centres distincts et souverains. Elle ne peut exister dans la dynamique gentil garçon et maman contrôlante. Cela devient psychologiquement incestueux et l'âme se recule instinctivement de cela. La psychologie populaire appellerait cela des relations toxiques.
Mais c'est comme appeler un incendie un endroit trop chaud. C'est une description, pas une explication. Elle ne dit pas quel carburant brûle et qui a allumé l'allumette. Pour comprendre la cause, nous devons regarder plus profondément. Alors quelle est cette force qui relie tous ces symptômes? Quel chef d'orchestre invisible pousse tous les acteurs de ce drame, Ethan, Mia, sa carrière et sa libido, à jouer selon le même scénario destructeur? Les explications domestiques sont impuissantes, mais la psychologie jungienne donne à cette force un nom très précis. L'histoire d'Ethan n'est pas une histoire de relation ratée. C'est un cas d'école de ce que Carl Jung appelait le complexe maternel négatif. Décryptons ce diagnostic. Cela signifie qu'Ethan, bien comme adulte, cherche au niveau le plus profond et inconscient, non pas une femme partenaire, mais la grande-mère. Il ne construit pas l'alliance de deux personnes égales et souveraines. Il tente désespérément de recréer et de retenir le lien infantile primaire, dans lequel il est le gentil garçon, et elle, la figure maternelle toute puissante, source de sécurité, d'approbation et de la vie même. Sa monnaie n'est pas l'amour, mais l'obéissance. Son objectif n'est pas la proximité, mais la fusion. Il ne veut pas être aimé pour ce qu'il est. Il veut être indispensable dans son service pour qu'on ne l'abandonne jamais. Sa tragédie, c'est la tragédie de l'inceste psychologique. Permettez-moi d'être parfaitement clair. Il ne s'agit pas d'un acte physique, mais d'un processus spirituel et psychologique des plus profonds. C'est l'incapacité du fils à se séparer de la figure maternelle dévorante, à sortir de son utérus psychique et à naître comme une personnalité autonome. C'est vivre avec un cordon psychologique non coupé, par lequel toute son énergie vitale s'écoule vers la femme, le laissant lui-même vide et impuissant. La tragédie d'Ethan n'est pas celle de l'amour, mais celle d'une naissance psychologique qui n'a jamais eu lieu. Et ce seul diagnostic, tel une clé maîtresse, ouvre toutes les serrures que nous avons vues plus tôt. Son service compulsif, c'est l'éternel effort du gentil garçon pour mériter le sourire de maman. Son naufrage de carrière, c'est la castration symbolique opérée par la mère dévorante pour garder le fils sous son emprise, loin du monde des hommes, du monde du logos et des accomplissements. La transformation de Mia en tyran, elle ne fait que jouer consciencieusement le rôle de grande-mère qu'il lui a imposé par son renoncement à la position d'adulte. Et la mort du désir, c'est l'horreur instinctive de l'âme devant la violation d'un tabou ancestral. Ethan ne se bat pas contre Mia. Il se bat contre un archétype, contre l'ombre de la grande-mère qui vit en lui. Et tant que ce démon n'est pas nommé, il est invincible. Ce diagnostic, complexe maternel négatif, peut sembler abstrait, académique. Mais ce complexe a une voix, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont entendu. Et c'est ici, à ce point, que l'histoire d'Ethan cesse d'être simplement une histoire. Elle devient un miroir. Regardez-y. Écoutez le silence en vous. Entendez-vous dans votre vie le chuchotement de ce complexe, cette voix douce et convaincante qui dit « Rends-la heureuse, et alors tu seras en sécurité ». Une voix qui insiste sur le fait que sa tranquillité est ta tâche principale et que son sourire est le seul véritable indicateur de ton succès. Reconnaissez-vous cette arithmétique intérieure où son confort pèse toujours plus lourd que vos ambitions? Où son « je veux » devient instantanément votre « je dois » ? Où son désir fugace annule facilement vos plans de plusieurs mois? C'est une logique silencieuse mais impitoyable qui vous force à remettre votre vie à « plus tard » parce que le maintenant lui appartient toujours. Vous est-il familier ce sentiment profond et irrationnel de culpabilité quand vous faites quelque chose pour vous? Quand vous allez à une rencontre avec des amis, pratiquez votre hobby ou voulez simplement être seul et qu'une angoisse se lève en vous, comme si vous trahissiez quelque chose de sacré. Ce ne sont pas simplement des pensées. C'est tout un système d'exploitation intérieure inscrit dans les couches les plus profondes de votre psyché. Il fonctionne en arrière-plan, gouvernant vos décisions, vos priorités et la distribution de votre énergie. C'est une voix qui vous promet le paradis d'un amour et d'une acceptation inconditionnelle, mais dont le prix d'entrée est votre propre vie. Et tant que vous prenez ce chuchotement pour la voie de l'amour ou du devoir, vous restez prisonnier. Prisonnier non pas d'une femme, mais d'un complexe qui parle par sa bouche. Si vous reconnaissez cette voix, sachez que vous n'avez pas affaire à une faiblesse personnelle, mais à l'une des plus puissantes forces à l'œuvre dans la psyché masculine. Ce complexe maternel
n'est pas un simple caprice psychologique. C'est un titan. C'est une énergie ancienne qui, selon la façon dont l'homme interagit avec elle, peut soit l'élever au sommet, soit le castrer, le priver de sa force. Dans son aspect positif, elle donne à l'homme l'empathie, la capacité de prendre soin, l'intuition, l'aptitude à tisser des liens profonds. Elle est la source de son âme. Mais dans son aspect négatif, ombreux, que nous voyons dans l'histoire d'Ethan, cette même force devient destructrice. Elle absorbe, étouffe, ôte la volonté et transforme l'homme en fils éternel, incapable de devenir le héros de sa propre vie. Elle promet la sécurité du berceau, mais ce berceau devient avec le temps une prison, puis la tombe de son esprit. Ethan, comme beaucoup, est tombé sous l'ombre de ce titan. Pour comprendre comment il est tombé dans ce piège et, ce qui est bien plus important, comment en sortir, nous devons sortir des limites de son histoire personnelle. Nous devons plonger dans l'enseignement de Carl Jung sur l'une des forces les plus anciennes et fondamentales de la psyché humaine, l'archétype de la Grande-Mère. Ce n'est pas un exercice académique, c'est une nécessité vitale, car on ne peut vaincre un ennemi dont on n'a pas la carte. On ne peut sortir d'un labyrinthe sans en comprendre l'architecture. Et maintenant, nous descendrons dans les archives mêmes de l'âme pour obtenir cette carte. Nous devons comprendre l'anatomie de cette force, voir ses deux visages, le lumineux et le sombre, afin d'apprendre à les distinguer. Nous allons à la source, à la cause première, à la compréhension de la manière dont fonctionne cette grande et terrible force qui façonne le destin de l'homme. Alors, qu'est-ce que cet archétype de la Grande-Mère? Pour le comprendre, oubliez un instant les termes académiques. Un archétype n'est pas une idée que quelqu'un a inventée. C'est un schéma instinctif inné, un programme originel inscrit dans l'inconscient collectif de l'humanité. C'est l'ADN psychique. Et l'archétype de la Grande-Mère est le tout premier, le plus ancien et le plus puissant de ces schémas, parce qu'il reflète notre toute première expérience. L'expérience d'une dépendance totale envers la force qui nous met au monde, nous nourrit et nous protège. Cet archétype, comme une déesse antique, a deux visages. Et le premier visage, c'est la bonne mère. Imaginez-la comme la nature elle-même. Elle est la terre fertile qui donne la récolte. Elle est le havre tranquille où le navire peut s'abriter de la tempête. Elle est la source de lait et de miel, symbole d'amour et d'acceptation inconditionnelle. Ses bras, c'est la sécurité. Sa voix murmure « Tu es aimé, tu appartiens à ce monde, tout ira bien ». En psychologie jungienne, elle représente le principe d'éros, la force de lien, d'union, de chaleur. Recevoir son don dans l'enfance, c'est bâtir une base solide pour sa personnalité. Sans ce don, l'âme reste perpétuellement affamée et incertaine. C'est le paradis d'où nous venons tous. Mais cette déesse a un autre visage, terrifiant. C'est la mère terrible. Si la bonne mère est la terre fertile, la mère terrible est le marécage qui engloutit. Si la première est le havre, la seconde est l'étreinte suffocante dont on ne peut s'échapper. Elle est l'araignée qui tisse la toile du contrôle. Elle est le sarcophage qui promet un repos éternel, mais qui, en réalité, est la tombe de l'esprit. Ses méthodes, absorption, domination et symboliquement, castration. Ce n'est pas un acte physique, mais la castration de la volonté, des ambitions, du lien de l'homme avec le monde extérieur. Elle dit « Ne pars pas, le monde est dangereux, reste avec moi. Moi seul sais ce qui est bon pour toi, sans moi, tu n'es rien. » Dans la mythologie, ce sont les images de la déesse Kali au collier de crâne ou de la sorcière qui attire les enfants dans une maison de pain d'épices pour les dévorer. Et c'est ici, à la frontière de ces deux visages, que se joue le plus grand drame de la vie d'un homme. Sa tâche psychologique en tant que héros n'est pas de tuer la mère. Elle consiste à accomplir deux grands actes. D'abord, accepter le don de la bonne mère, son amour, sa chaleur, son sentiment de sécurité de base. Puis, et c'est le plus difficile, se libérer à temps de son étreinte pour ne pas être absorbé par la mère terrible. Il doit quitter le jardin d'Éden pour partir dans le monde et devenir lui-même. La naissance psychologique de l'homme, c'est l'acte de séparation de l'archétype maternel. Elle est à la fois le berceau où naît la vie et la tombe où tout retourne. Et tout le destin de l'homme se joue entre ces deux pôles. Ce mythe éternel du héros quittant la maison et du dragon qui le retient ne se joue pas sur l'Olympe antique,
mais dans nos chambres et cuisines. Regardons comment ce grand drame s'est manifesté dans la vie d'Ethan. Mia, comme toute femme dans la vie d'un homme pris dans ce complexe, devint l'écran involontaire de ses projections inconscientes. Il ne la voyait pas telle qu'elle était réellement. Il voyait en elle le reflet des deux visages de la grande mère. Au début de leur romance, elle était pour lui l'incarnation de la bonne mère. Son admiration était ce lait et miel qui nourrissait son estime de soi épuisée. Ses désirs lui donnèrent une mission, remplissant son vide intérieur de sens. Il ne l'aimait pas seulement, il se nourrissait d'elle. Son bonheur était sa nourriture psychologique. Et à ce stade, leur union semblait idéale, car elle correspondait entièrement au scénario archétypal. Une mère bienveillante et nourricière, et un fils reconnaissant et adorateur. Il avait trouvé son paradis. Mais Ethan a commis l'erreur fatale que commettent des milliers d'hommes. Il a refusé le voyage du héros, au lieu d'accepter le don de la bonne mère, sa foi en lui, son amour, et d'utiliser cela comme carburant pour aller dans le monde et construire son royaume. Il a décidé de rester pour toujours dans son royaume à elle. Il a décidé que la destination du voyage, ce n'était pas le monde extérieur, mais elle-même. Et au moment où il refusa la séparation psychologique, il invoqua inconsciemment le second visage, sombre, de l'archétype. La psyché ne tolère pas la stagnation. Si le fils refuse de partir volontairement, la mère terrible vient le pousser de force. C'est exactement ce que nous voyons ensuite. Sa critique grandissante, son contrôle, son mécontentement perpétuel, ce sont ces étreintes suffocantes de la mère terrible. C'est sa manière de dire « Tu es encore un garçon, tu ne t'en sors pas, tu es faible ». Et son naufrage financier et son impuissance professionnelle, c'est la conséquence directe de la castration symbolique. Au moment où il a abandonné son projet pour un désir fugace d'elle, il a accompli un acte rituel. Il a sacrifié son logos, son lien avec le monde des accomplissements masculins, sur l'autel de son éros, de son monde des sentiments et des désirs. Il lui a remis son épée, et elle, comme le veut le mythe, l'a privé de sa force pour le garder près d'elle. Et voici le plus important. Mia n'était pas un monstre. Elle était une actrice qui a simplement joué consciencieusement le rôle qu'Ethan lui avait inconsciemment confié. Le rôle de la mère terrible, dont la tâche est soit d'engloutir le fils, soit à travers la douleur et la souffrance, de le forcer enfin à devenir un homme. Sa prison n'a pas été construite par elle, mais par lui-même, avec les briques de sa propre peur de grandir. Et la tragédie d'Ethan n'est pas un cas unique. C'est une loi universelle pour tout homme qui n'a pas franchi cette étape clé de l'initiation psychologique. Comprenez l'essentiel. Pour l'homme capturé par le complexe maternel négatif, toute femme devient un écran de projection de la mère. Il est incapable de la voir comme une personne séparée et réelle, avec ses forces et ses faiblesses. À la place, il voit l'une de deux figures, soit la déesse, soit la sorcière, soit la bonne mère, soit la terrible. Au début de la relation, il projette sur elle l'image de la déesse. Il la vénère, il l'idéalise, il la place sur un piédestal et est prêt à tout donner pour la servir. Il ne l'aime pas, il la divinise. Il cherche en elle non pas une partenaire mais une sauveuse, qui lui donnera enfin ce sentiment d'intégrité et de sens qui lui manque. Mais les piédestaux sont faits pour qu'on en tombe. Dès que la femme réelle manifeste ses imperfections, son mécontentement, ses propres besoins qui ne cadrent pas avec son image idéale, la projection vacille et change. La déesse devient sorcière, la bonne mère devient terrible, et alors il commence à la craindre. Il craint sa colère, sa critique, son silence. Son mécontentement n'est pas perçu par lui comme l'opinion d'une partenaire égale, mais comme une menace d'anéantissement total, comme l'excommunication de la source de la vie. Dans une telle dynamique, il ne peut y avoir d'égalité. Il la vénère d'en bas ou la craint d'en bas. Il ne se tient jamais à ses côtés, épaule contre épaule. Il ne peut être avec elle en alliance parce qu'il est encore dans l'enfance. Et c'est précisément pourquoi, dans de telles relations, tôt ou tard, le sexe meurt toujours. La psyché ne tolère pas l'inceste. On ne peut pas vraiment désirer celle dont on attend la protection maternelle et l'approbation. On ne peut pas éprouver une passion adulte, prédatrice, pour celle dont le mécontentement suscite en vous une terreur enfantine. Vous ne pouvez pas être à la fois l'amant et le fils. Tôt ou tard, la psyché vous forcera à choisir. Et si inconsciemment vous choisissez le rôle du fils, l'énergie sexuelle disparaît car elle est supplantée par une dynamique plus ancienne
est plus puissante, la dynamique de l'enfant et du parent. Voici donc un marqueur clair pour l'autodiagnostic. Si dans votre relation domine soit l'adoration aveugle, soit la peur irrationnelle, vous n'êtes pas dans l'alliance de deux adultes. Vous êtes piégé par l'archétype. Cette vérité peut être douloureuse. Reconnaître que vous êtes piégé par une force archétypale, c'est un savoir lourd. Mais la prise de conscience, c'est le premier pas vers la liberté. Et pour rendre ce pas plus réel, plus tangible, je vais vous proposer un petit exercice d'honnêteté, mais crucial. Tout de suite, votre âme tient une comptabilité précise. Chaque transaction, chaque compromis, chaque sacrifice, tout est consigné dans son grand livre. Et maintenant, je vous demande d'ouvrir ce livre et de lire le montant total de votre dette envers vous-même. Arrêtez-vous un instant et posez-vous une question. Soyez d'une honnêteté absolue, personne d'autre que vous ne l'entendra. La question est la suivante. Quel prix est-ce que je paie pour l'approbation dans ma relation? Ce n'est pas une question abstraite. Le prix est toujours concret. Passons en revue les postes de dépenses. Qu'avez-vous déjà donné? Peut-être vos hobbies? Cette guitare qui prend la poussière dans un coin? Ces randonnées en montagne pour lesquelles il n'y a jamais de temps? Cet atelier dont vous ne vous souvenez même plus où sont les clés? Ce n'était maintenant pas de simple passe-temps. C'était des territoires de votre âme dont vous avez volontairement fermé l'accès. Et vos amis? Ceux avec qui vous pouviez parler des heures, qui vous connaissaient avant elles, vous les voyez de plus en plus rarement parce que elles ne les aiment pas ou parce que chaque heure non passée avec elles vous semble une trahison. Vous avez échangé votre tribu contre l'approbation d'une seule personne. Regardez vos ambitions. Ce projet entrepreneurial risqué mais exaltant que vous avez repoussé parce qu'il demandait trop d'énergie. Cette promotion pour laquelle vous n'avez pas voulu vous battre afin d'éviter un conflit à la maison. Ce rêve de déménager dans une autre ville, enterré sous le prétexte qu'ici, elle est plus à l'aise. Et maintenant, le plus important, vos rêves et vos principes. Ces convictions intimes et profondes sur l'homme que vous voulez être. Combien de fois avez-vous gardé le silence alors que vous vouliez parler? Combien de fois avez-vous accepté alors que tout en vous criait « non » ? Combien de petites trahisons de vous-même avez-vous commises pour préserver la paix? Et maintenant, je vous demande de faire le deuxième pas. Faites défiler jusqu'à la section des commentaires. Et moi, et sans donner de nom ni entrer dans des détails superflus qui pourraient vous dévoiler, répondez à une question. Quel est le plus grand compromis avec vous-même que vous avez fait pour rester un gentil garçon? Et comprenez que le but de cet acte n'est pas la plainte. Il ne s'agit pas de vous poser en victime. C'est le premier acte par lequel vous retrouvez votre vérité. Nommer votre sacrifice, c'est cesser de faire semblant qu'il n'a pas eu lieu. L'écrire, c'est le sortir de la cave obscure de votre subconscient à la lumière. En lisant les commentaires des autres, vous verrez que vous n'êtes pas seul. Vous verrez que vous appartenez à une grande confrérie silencieuse d'hommes qui mènent le même combat. Et cette connaissance, c'est le début de votre libération. Et lorsque vous voyez ce prix, lorsque vous lisez dans les commentaires des dizaines d'histoires de hobbies, d'amis et d'ambitions perdues, une chose devient évidente. La guerre avec le monde extérieur est déjà perdue. La véritable bataille, la seule qui puisse être gagnée, se déroule à l'intérieur. Le premier réflexe d'Ethan, et peut-être le vôtre, est d'accuser Mia, de voir en elle la cause de tous les maux, la tyranne, l'abuseuse, celle qui a détruit sa vie. Ce chemin semble logique. Il fournit une explication simple et un ennemi identifiable. Mais c'est un piège, c'est une impasse. En l'accusant, il continue de jouer le même jeu d'enfant. Maman est méchante, elle me fait du mal. Il reste dans la position de victime, dans la position de l'enfant qui se plaint du parent tout-puissant. C'est un chemin qui garantit la répétition éternelle du même scénario. Peut-être avec d'autres actrices, mais avec la même fin tragique. Comprenez la vérité clé de l'approche jungienne. Mia n'est qu'une actrice que son inconscient a engagée pour jouer le rôle de la mère terrible. Elle n'est pas l'auteur de cette pièce, elle n'en est que l'interprète. Et qui est l'auteur? Lui-même. Son complexe maternel non guéri a écrit ce scénario et mené le casting. Et il l'a engagé non pas pour le détruire, mais pour, à travers une douleur insoutenable, le forcer enfin à se réveiller. Sa critique, c'est le réveil qu'il s'est lui-même réglé, mais qu'il refuse maintenant d'entendre. Sa véritable tâche n'est donc pas de discuter avec l'actrice,
ni d'essayer de la changer, ni de chercher une autre, meilleure actrice pour le même rôle. Sa tâche, c'est d'accomplir le grand acte de séparation psychologique. Cesser d'être un fils et devenir un homme. Et cela ne concerne pas l'âge sur le passeport. On peut être un CEO aux cheveux gris et rester un fils psychologique. Devenir un homme, c'est cesser de chercher la source de sa valeur, de sa sécurité et de son sens dans l'approbation d'une femme. Cela signifie trouver cette source en soi. C'est une seconde, véritable naissance. Et elle, contrairement à la première, exige un courage conscient et se déroule toujours dans la solitude. Votre tâche n'est pas de renvoyer l'actrice. Votre tâche est de réécrire le scénario dans lequel vous vous attribuez le rôle du fils éternel et de la victime. Vous devez lui reprendre le stylo et devenir vous-même l'auteur de votre histoire. Votre combat principal, ce n'est pas contre elle, c'est contre cette part de vous qui craint désespérément de grandir. Mais qu'est-ce que cela signifie? Devenir un homme du point de vue de la psychologie profonde. Ce n'est pas simplement une décision prise par un effort de volonté, c'est un processus alchimique. C'est la construction en vous de la structure qui vous manque cruellement. Si le complexe maternel négatif plonge l'homme dans le monde d'Eros, monde de fusion, de sentiments, de liens irrationnels et de dissolution, alors l'antidote à cet océan étouffant est l'intégration du principe opposé, le principe du logos. Dans la tradition jungienne, cela s'appelle symboliquement le principe paternel. Et il est essentiel de comprendre que nous ne parlons pas de votre père réel. Il a pu être merveilleux ou terrible, présent ou absent. C'est une autre histoire. Nous parlons du principe paternel archétypal comme d'une qualité intérieure que chaque homme doit construire en lui-même. Qu'est-ce que le logos? Si le monde de la mère est l'océan, le monde du père est le phare. Si Eros est le lien, le logos est la structure. Si le monde de la mère est l'acceptation inconditionnelle, le monde du père est la loi et l'ordre. Le logos, ce sont les limites. C'est la capacité de dire non à ce qui te détruit et oui à ce qui te mène à ton but. Le logos, c'est la discipline. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. Le logos, c'est la finalité. C'est un vecteur tourné vers le monde extérieur, une mission plus grande que toi-même. Et enfin, le logos, c'est le sens. C'est ta réponse personnelle à la question « Pourquoi est-ce que je vis ?» Et cette réponse ne peut pas être « pour la rendre heureuse ». Et voici la loi principale de la maturation psychologique. Un homme ne devient un homme que lorsque sa source principale de sens se trouve hors de la sphère de la relation et hors de l'approbation d'une femme. Son travail, sa vocation, son service au monde, sa quête spirituelle, sa créativité, peu importe, mais cela doit être son propre soleil autour duquel sa vie tourne. Dans un tel système, la femme devient non pas le soleil, mais une planète aimée, une compagne de voyage vers ce soleil. Tant que l'homme cherche le sens dans la femme, il reste un fils. Lorsqu'il apporte son sens à la femme, il devient un homme. La tâche d'Ethan, et la vôtre, n'est pas de fuir le monde maternel, mais de bâtir en soi le principe paternel qui l'équilibrera. Construire une colonne vertébrale intérieure qui permettra de tenir debout, et non de s'agripper à elle en quête d'appui. Mais comment construire ce phare intérieur? Comment cultiver en soi ce principe paternel? Il ne se construit pas par des réflexions, mais par de petits actes quotidiens de souveraineté psychologique. Ce ne sont pas des conseils sur ce qu'il faut faire avec votre femme. C'est un mode d'emploi pour vous construire vous-même. Voici 4 pierres fondamentales. Première, l'acte de la limite. Apprenez à dire non sans culpabilité. Pour l'homme capturé par le complexe maternel, le mot non ressemble à un acte d'agression, à une trahison. En réalité, c'est un acte de respect de soi. Commencez petit. Quand on vous demande quelque chose qui vous épuise ou contredit vos plans, ne répondez pas tout de suite. Marquez une pause. Demandez-vous, est-ce que je le fais par amour et générosité ou par peur et culpabilité? Si la réponse est la seconde, dites non. Calme, ferme, sans longues excuses. Chaque non de ce type est une brique dans le mur de vos limites personnelles. C'est une déclaration au monde. Mon énergie m'appartient et je décide de la façon dont je l'emploie. Deuxième, l'acte de la mission. Définissez votre but. C'est le plus important. Aujourd'hui même, trouvez une chose qui n'appartient qu'à vous. Cela peut être n'importe quoi, apprendre une nouvelle langue, créer une chaîne YouTube,
s'entraîner à la salle, écrire un livre, un projet de bénévolat. Condition clé, ce but ne doit pas servir votre relation. Il ne doit pas être orienté vers l'idée de l'impressionner ou de gagner plus d'argent pour elle. Cela doit être l'affaire de votre âme. Consacrez-y au moins 3 à 4 heures par semaine. Ce temps est sacré. C'est le temps où vous ne servez pas elle, mais votre génie intérieur, votre logos. Troisième, l'acte de l'espace. Créez votre territoire. Chaque homme doit avoir un espace où la femme n'a pas accès. Cela peut être un lieu réel, un garage, un bureau, un coin de la chambre. Un coin. Ou cela peut être du temps, par exemple 1 heure chaque soir où vous lisez seul et où l'on ne peut pas vous déranger. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité vitale. C'est un lieu symbolique où vous rencontrez vous-même, où vous n'êtes ni mari, ni partenaire, ni père, mais simplement vous. Votre âme n'est pas un parc public. Apprenez à mettre une clôture et à fermer le portail quand il le faut. Quatrième, l'acte du secret. Cessez de tout partager. Dans une culture de transparence totale, cela sonne comme une hérésie. Mais l'homme capturé par le complexe maternel utilise la confession comme un moyen de se décharger de sa responsabilité. Il confie à la femme tous ses doutes, ses peurs et ses espoirs, la transformant en conteneur de son âme. Cessez. Gardez une partie de votre monde intérieur pour vous. Portez vos problèmes, vos décisions et vos victoires en vous pendant un certain temps. Sentez-en le poids. Il ne s'agit pas de secrets et de mensonges. Il s'agit de cultiver une profondeur intérieure et une autosuffisance. Ces 4 actes ne sont pas des solutions rapides. C'est une pratique quotidienne. C'est la construction lente mais sûre de votre paix intérieur. C'est pas dire non, trouver votre mission, créer votre espace, peuvent sembler petits, presque égoïstes. Mais comprenez, derrière eux se tient une grande transformation. Et le catalyseur de cette transformation, aussi paradoxal que cela paraisse, est précisément cette douleur dont vous voulez si désespérément vous débarrasser. Je parle de la critique, du mécontentement perpétuel, de ce regard déçu que vous surprenez sur vous. Vous dépensez toute votre énergie pour l'éviter, pour enfin mériter son approbation et la paix. Et chaque fois que cela échoue, vous entendez en vous la sentence. Je suis un mauvais mari, je suis un raté, je ne suis pas assez bien. Et maintenant, je vous demande d'entendre la vérité la plus importante, la plus libératrice de cette vidéo. La critique et le mécontentement de votre femme, ce n'est pas votre échec, c'est une alarme. Vous entendez ces mots, mais ce n'est pas tout à fait elle qui parle. C'est votre propre âme, épuisée de l'emprisonnement dans la geôle du gentil garçon qui sonne le tocsin à travers elle. Votre femme, sans le savoir, est devenue la voix de votre potentiel non réalisé. La voix du héros qui étouffe en vous. Et cette voix vous crie 3 mots, 3 grands impératifs de l'esprit masculin. Naïs. Né de la matrice psychique du complexe maternel, où il fait si chaud, si sûr et mortellement ennuyeux. Sépare-toi. Sépare ton estime de toi de son humeur. Sépare ton chemin de vie de son approbation. Deviens un continent à part entière et non son île côtière. Deviens celui que tu dois être et non celui qu'elle, penses-tu, veut que tu sois. C'est l'invitation la plus douloureuse et la plus précieuse de votre vie. Douloureuse parce qu'elle exige de vous d'affronter votre peur principale. La peur d'être rejeté si vous cessez d'être commode. Mais aussi la plus précieuse, parce qu'au-delà de cette peur se trouve tout ce que vous voulez vraiment. Le respect de soi, la force intérieure et, paradoxalement, son véritable respect et désir. Une femme ne peut pas vraiment respecter et désirer un fils. Elle peut respecter et désirer seulement un homme égal à elle. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un reproche, ne vous empressez pas de vous défendre ou de vous excuser. Arrêtez-vous et écoutez ce qui sonne derrière ces mots. C'est un appel. Son mécontentement, ce n'est pas un mur contre lequel vous butez. C'est une porte que votre propre âme vous demande enfin d'ouvrir. Ainsi, nous avons parcouru un long chemin avec Ethan, descendu du paradis de ses illusions à la froide réalité de sa cuisine, puis dans les archives les plus profondes de son âme. Et maintenant, ici, au sommet de notre analyse, nous pouvons formuler la loi principale qui sous-tend son histoire et celle de milliers d'autres hommes. Nous avons commencé cette enquête par une question. Pourquoi vous perdez-vous dans la relation ?
Et la réponse superficielle qui flatte notre ego sonne ainsi: parce que j'aime trop, parce que je suis trop généreux. Mais maintenant, après cette autopsie psychologique, nous connaissons la vérité. Se perdre dans la relation, pour un homme, n'est pas un acte d'amour. C'est un symptôme. Le symptôme d'une séparation psychologique inachevée de l'archétype maternel. Ce n'est pas de la générosité, c'est une fuite. Une fuite devant la tâche masculine principale, trouver son propre centre de gravité, sa propre source de sens. L'homme qui n'a pas construit son logos intérieur, sa colonne vertébrale, tentera désespérément de s'adosser à la femme. Il fait d'elle son centre, sa mission, son sens. Et ce faisant, il lui impose un fardeau qu'aucun mortel ne peut porter, le fardeau d'être Dieu. Il lui demande d'être à la fois son amante, sa mère et son but dans la vie. Et bien sûr, elle s'effondre sous ce poids, se transformant de déesse en tyran. Et c'est précisément pourquoi le véritable amour adulte et passionné pour une femme n'est possible qu'à une condition. Il n'est possible que lorsque l'homme trouve sa propre source de sens et de force, indépendante d'elle. Vous devez d'abord épouser votre âme, votre mission, votre vocation. Vous devez construire votre temple où vous êtes le grand prêtre. Et alors seulement, devenu entier, devenu le centre de votre propre univers, vous pouvez y inviter une femme non pas comme une sauveuse, mais comme une égale. Non pas comme une mère, mais comme une amante. Et quand l'homme s'engage sur cette voie, tout change. Il change lui-même. Et comme par magie, sa relation change, car il change la loi même de sa gravité. Imaginez un avenir pour Ethan, qui a parcouru ce chemin. Imaginez la relation non pas comme la fusion de deux moitiés en un tout, mais comme l'alliance de deux États souverains. C'est une union où il y a deux centres, deux mondes, deux univers qui se touchent, mais ne s'absorbent pas. Ils sont semblables à deux colonnes qui soutiennent la voûte d'un même temple. C'est précisément la distance entre elles, leur séparation, qui crée cet espace sacré que nous appelons l'amour. Si les colonnes fusionnent, le temple s'effondre. Dans une telle relation, l'admiration n'est non pas du service, mais du respect. La femme commence à admirer non pas la façon dont il devine bien ses désirs, mais la façon dont il suit sa propre voie. Sa dévotion à sa mission, sa fidélité à sa loi intérieure deviennent le plus puissant des aphrodisiaques. Son altérité, c'est ce qui le rend désirable. Et alors se produit le grand miracle. La femme reçoit la permission de cesser d'être une petite maman. Elle n'a plus besoin de contrôler, diriger et l'inspirer, parce qu'il acquiert son propre moteur. Elle peut se détendre. Elle peut redevenir une femme, et non la manager de sa vie. Alors l'amour cesse d'être une tentative désespérée de combler un vide intérieur et devient la danse libre de deux feux, chacun brûlant de sa propre flamme unique. Ils ne se fondent pas, ils s'éclairent et se réchauffent, rendant la lumière commune plus brillante. Je veux vous remercier. Remercier non pas pour le visionnage, mais pour avoir parcouru ce chemin jusqu'au bout. Ce n'était pas simplement une heure d'information. Pour beaucoup d'entre vous, ce fut un travail intérieur, exigeant honnêteté et courage. Il faut un vrai courage pour ne pas détourner le regard de votre reflet dans le miroir de l'histoire d'Ethan, pour écouter les questions inconfortables et regarder dans ces recoins de l'âme où nous avons habituellement peur de regarder. Si au cours de cette heure, vous avez ressenti de la douleur, de la honte ou de l'inconfort, sachez, ce n'est pas le signe de votre faiblesse. Au contraire, c'est le signe que votre âme est vivante et exige de grandir. Vous êtes sur la voie d'un grand et difficile voyage vers la maturité psychologique. Ce chemin n'est pas votre problème unique. C'est une initiation masculine universelle. C'est le combat que mena chaque héros dans chaque mythe, le combat pour la séparation du monde maternel dévorant, afin de trouver sa propre loi, son logos. Votre combat personnel, c'est un fragment de la grande histoire éternelle de l'avènement de l'esprit masculin. Et le fait que vous soyez ici, que vous cherchiez des réponses, signifie que vous y avez pris part. Vous n'avez pas ignoré cet appel. Et cela, en soi, mérite le plus profond respect. Notre enquête d'aujourd'hui touche à sa fin, mais votre voyage personnel ne fait que commencer. Si cette heure, cette plongée profonde, vous a été précieuse, si vous avez senti que vous aviez reçu une vraie carte et non un conseil de plus, alors la meilleure gratitude sera votre soutien.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions psychologiques sur les thèmes les plus importants de notre vie. Appuyez sur la cloche pour rester informé. Votre like, ce n'est pas juste un chiffre. C'est un signal pour les algorithmes complexes que cette profondeur est nécessaire à d'autres chercheurs errant dans l'obscurité. Souvenez-vous que ce n'est qu'un chapitre d'un grand livre. Si aujourd'hui nous avons diagnostiqué la blessure infligée par le complexe maternel négatif, dans d'autres vidéos nous explorerons comment la guérir, comment rencontrer votre ombre, comment trouver une alliée dans votre femme intérieure, l'anima, et comment, en pratique, construire ce principe paternel qui est sur la clé de votre force. Tout cela vous attend sur la chaîne. Et pour conclure, lorsque vous fermerez cette fenêtre et retournerez à votre vie, je vous demande d'emporter avec vous non pas simplement de l'information, mais une décision principale. Une pensée qui doit devenir votre boussole. Souvenez-vous, votre combat principal, ce n'est pas pour son amour, mais pour votre âme. Commencez-le aujourd'hui.